Dans l'affaire d'aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui est d'une cruauté sans nom. À cause de lui, un homme innocent s'est même retrouvé pendu, condamné à sa place pour l'un de ses crimes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du cas de John Christie, un tueur en série qui a sévi durant de longues années et qui a commis des atrocités inimaginables. J'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous, mais comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires, vous abonner juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle affaire. Avant de devenir tristement célèbre en tant que tueur en série aux yeux sombres et menaçants, John Reginald Christie vit le jour le 8 avril 1899 dans le comté du Yorkshire en Angleterre. Il était le membre d'une famille nombreuse de la classe moyenne composée de 7 enfants. Ses proches et amis intimes l'appelaient affectueusement Reg, mais nous allons continuer de l'appeler John. D'autant que derrière ce surnom se cachait une enfance marquée par des difficultés et des moments de confusion. Sa mère, qu'il décrivait souvent comme une femme exceptionnelle, le couvrait de soins et d'attention. John était reconnu comme l'enfant favori de sa mère, ça ne faisait aucun doute, qui le protégeait du monde extérieur avec une attention presque excessive dès ses premières années de vie. En revanche, son père, un homme rigide et autoritaire, imposait une discipline sévère à ses enfants, les faisant marcher au pas comme des soldats. De plus, son père était connu pour sa violence physique, infligeant des coups à John et à ses frères et sœurs. Cette dualité parentale a plongé John dans un état de confusion profonde. D'un côté, il était choyé et protégé par une mère aimante, et de l'autre, il était soumis à la colère et aux abus physiques d'un père strict. Cette situation ambiguë développa chez John un comportement hypocondriaque très marqué. Il avait appris à simuler tout un tas de maladies ou des blessures pour capter l'attention et la sollicitude de sa mère et de ses sœurs, surtout lorsqu'il se sentait particulièrement isolé. Il est également rapporté que John éprouvait une aversion intense pour la saleté et le sentiment d'impureté, malgré son obsession pour le jardinage, et on sait tous que lorsque tu jardines, t'as souvent les mains dans la terre, tu te retrouves vite avec de la terre sous les ongles, bref, quand t'es un maniaque de l'hygiène, généralement ça fait pas forcément bon ménage. Cette activité, qu'il avait apprise des mains de son père, semblait être son seul refuge et une source de réconfort. Le jardinage offrait à John une échappatoire, un moment de paix dans une vie autrement tumultueuse. Malgré une intelligence exceptionnelle pour son âge, John était extrêmement maladroit sur le plan social. Il manquait de confiance en lui et avait donc du mal à se faire des amis, malgré ses nombreux efforts. Et des efforts, ça, il en a fait. À l'école, il s'inscrivait aux activités sportives, et à l'église, il chantait dans la chorale. Il accomplissait toutes ces activités par souci de conformité, essayant de faire ce qu'il croyait être attendu de lui. Néanmoins, intérieurement, il luttait pour trouver sa place et comprendre son identité. En grandissant, cette confusion interne, combinée à la pression de répondre aux attentes sociales, a façonné une personnalité complexe et troublée. Cette combinaison de facteurs allait plus tard se manifester de manière tragique et effrayante, marquant l'histoire d'une empreinte indélébile. Un incident particulièrement marquant, survenu à l'âge de 8 ans, a provoqué de profonds troubles internes chez John. Son grand-père, qui avait été une figure intimidante dans sa vie, est décédé de manière fulgurante. John, comme ça se faisait régulièrement à l'époque, a alors vu son grand-père allongé dans le cercueil pendant le sillage, voyant alors cet homme, autrefois redouté, n'étant plus qu'un cadavre inerte. John affirmerait plus tard que cette expérience unique a transformé son existence, éveillant en lui une fascination pour la mort qui le poursuivrait tout au long de sa vie. Après cet événement, John a développé une obsession pour les cimetières. Il a commencé à passer une grande partie de son temps libre à errer parmi les tombes, fasciné par l'atmosphère silencieuse et lugubre des lieux.
Sa curiosité morbide le poussait à essayer de regarder à l'intérieur des fissures des cercueils dans l'espoir de pouvoir apercevoir les corps. Cette fascination pour les morts devint une part intégrante de son existence, une obsession sombre qui le captivait et qui semblait lui offrir une forme de réconfort face à ses propres tourments internes. Regarder les cadavres était l'une des seules choses qui arrivait à l'enthousiasmer. Sexuellement, en grandissant, John avait également peu de connaissances. Il était considéré comme en retard par ses camarades malgré son jeune âge, notamment dû à sa faible estime de soi qui l'empêchait de sortir avec des filles, et aussi à ses parents qui ont fait de la sexualité un tabou. Mais bon, ça on ne peut pas vraiment les blâmer. À l'époque, il y a encore ne serait-ce que 20 ans de ça, la sexualité était encore quelque chose de très tabou. La plupart des choses qu'il a appris étaient grâce à ses camarades, qui se vantaient de leur rencontre amoureuse. Au cours des rares occasions où il s'est retrouvé avec une fille, il n'a jamais réussi à ressentir de l'excitation. John était littéralement impuissant, et dès lors que ça s'est ébruité, il a dû faire face à des surnoms tels que Noddy Reggie et Can Do It Christy. Des surnoms qui lui ont fait clairement détester les femmes. Le plus gros problème n'était pas vraiment qu'il ne pouvait pas le faire du tout, mais surtout qu'il ne réussissait tout simplement et malheureusement pas à avoir de relation avec une personne consentante et consciente. Et oui, et là ça commence évidemment à poser beaucoup de problèmes. Alors, il a commencé à espionner des femmes à leur insu, ce qui a commencé à l'exciter de plus en plus. Et il s'est peu à peu dirigé vers des travailleuses du sexe qui acceptaient de réaliser ses fantasmes. À l'âge de 15 ans, John a quitté l'école et a commencé à travailler dans un cinéma local en tant que projectionniste. Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, il s'est enrôlé avec le British Army en tant que signaleur, même s'il n'avait que 17 ans. Malgré les conditions éprouvantes de la vie militaire, John semblait s'épanouir dans l'armée. Il a commencé son service comme simple soldat et a été promu à 3 reprises au cours de la guerre. Vers la fin du conflit, il a été blessé lors d'une attaque au gaz moutarde et a dû être hospitalisé. John a prétendu que ses blessures étaient si graves qu'elles l'avaient rendu aveugle. Pendant 2 ans, il s'est retiré du monde, affirmant également qu'il ne pouvait plus parler. Cependant, toutes ces affirmations étaient à prendre avec des pincettes, car John avait cette réputation de dramatiser régulièrement, notamment pour chercher l'attention. En réalité, les médecins pensaient que ces symptômes étaient d'origine hystérique. Il n'existait aucun rapport médical confirmant la gravité de ses blessures et il fut finalement libéré de l'armée en étant apte au service. Ils ont bien compris que ce dernier n'allait jamais revenir dans leur rang. Après avoir quitté l'armée, John a travaillé en tant que commis de cuisine. Puis, en mai 1920, il a rencontré et épousé Ethel. Les amis d'Ethel affirmaient qu'elle avait peur de son mari et qu'elle se pliait à absolument toutes ses volontés. Cette crainte était compréhensible en observant les photos de John Christie où l'on peut voir quelque chose de profondément troublant dans son regard. Ses yeux, morts et sans âme, sont souvent caractéristiques des tueurs en série, exprimant une méchanceté et une indifférence glaciale. John prétendait que leur mariage était heureux, mais en réalité, il continuait de fréquenter des travailleuses du sexe, incapables de satisfaire sa femme au lit. Cette situation alimentait sa colère et également sa haine, le rendant de plus en plus violent au sein de sa maison. Ce comportement a fini par conduire à la séparation du couple après seulement 4 ans de mariage. Ethel est restée dans leur maison conjugale à Sheffield, tandis que John a déménagé à Londres où il a commencé une petite vie de crime. Il a débuté par des délits mineurs comme le vol d'un vélo à un enfant de 12 ans. Cependant, ses activités criminelles sont devenues de plus en plus graves avec le temps. Vous vous doutez bien que si John Christie se retrouve sur cette chaîne, ce n'est pas parce qu'il a volé des bicyclettes à des enfants de 12 ans. À un moment donné, il a emménagé dans un appartement avec une jeune mère et son fils. Cette cohabitation fut de courte durée, car lors d'une dispute concernant le refus de John de chercher un emploi, il a frappé violemment la femme avec une batte de cricket, la blessant gravement. Pour cet acte, John fut condamné à 6 mois de prison. Au cours de la décennie suivante,
L'homme fit de nombreux séjours en prison pour des crimes tels que le vol et les agressions. Ce parcours criminel reflétait une escalade progressive de la violence et de la criminalité, marquant le début de la descente aux enfers de John Christie. Son comportement, de plus en plus erratique et violent, constituait les prémices de sa transformation en tueur en série, laissant présager une série d'événements sinistres et tragiques. Il semble pourtant qu'une sorte de révélation ait frappé John lors de son dernier passage en prison, car il a décidé de tendre la main à sa femme, Ethel, dans une tentative de réconciliation et de sauver leur mariage. Ethel vivait toujours dans leur maison conjugale à Sheffield, mais elle avait eu une liaison de 4 ans avec l'un de ses collègues. Cet homme ignorait qu'elle était encore mariée, car Ethel lui avait menti en disant que son mari était malheureusement mort pendant la guerre à la suite d'une attaque au gaz moutarde. Elle aimait cet homme. D'ailleurs, elle l'aimait bien plus qu'elle n'avait jamais aimé John. Mais lorsque cet homme découvrit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, il a mis fin à leur relation, la laissant dans une situation difficile. Ainsi, lorsque John a cherché à réintégrer sa vie, elle a accepté de le reprendre, un petit peu, je dirais, par dépit. À sa libération, John et Ethel ont décidé de prendre un tout nouveau départ en emménageant dans un nouvel appartement dans le quartier de Notting Hill à Londres. Oui, ce fameux quartier. Mais bon, à l'époque, ce dernier avait été sévèrement endommagé par les bombardements de la guerre et abritait de nombreuses familles à faible revenu, entassées les unes sur les autres. Bref, ce n'était clairement pas le quartier populaire que l'on peut voir de nos jours ou encore dans les films. Peu de temps après, la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Pas de chance. John a décidé de contribuer à l'effort de guerre en rejoignant la police de réserve de guerre, malgré tous ses antécédents criminels. La police de réserve de guerre était responsable de tâches telles que la recherche des déserteurs, l'aide aux personnes blessées lors des raids aériens et également l'application des couvre-feux. Dans ce rôle, John n'a pas été déployé à l'étranger et a pu rester sur le front intérieur. Pendant la journée, il s'acquittait de ses devoirs d'application de la loi. Cependant, la nuit, alors qu'Ethel rendait visite à des membres de sa famille, John ramenait des travailleuses du sexe dans leur appartement pour assouvir tous ses fantasmes. Cette période de la vie de John montre une sorte de tentative de réhabilitation, du moins en apparence, mais dissimule une continuation de comportements déviants et violents. Malgré les efforts pour sauver son mariage et sa façade de respectabilité en tant que policier de réserve, John poursuivit ses activités sordides en secret, ce qui accentuait la duplicité de sa nature et annonçait les horreurs qui étaient à venir. C'est également durant cette période que John a rencontré une femme au poste de police avec laquelle il a entamé une liaison qui a duré 4 ans. Oui, pendant 4 ans. Le mari de cette femme était déployé sur le front de guerre, ce qui permettait à John d'avoir un accès complet à cette femme quand il le souhaitait. Ethel, la femme de l'homme, n'interférerait certainement pas dans cette relation. Elle était le genre de femme qui restait aux côtés de son mari par principe et par devoir, bien qu'elle fût probablement soulagée que son mari en colère et violent passe la plupart de son temps hors de la maison. Lorsque le mari de cette femme est revenu de la guerre, par contre, là, ça a été une autre histoire, puisque ce dernier a découvert l'infidélité de sa femme avec notre fameux John, et il a infligé une sévère correction à ce dernier. Cet événement a clairement marqué un tournant dans la vie de John, et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il a tué sa première victime connue en 1944. Ruth Fürst était une jeune ouvrière autrichienne qui travaillait dans une usine de munitions. Ne gagnant pas suffisamment d'argent pour subvenir à tous ses besoins, elle devait malheureusement compléter ses revenus par le travail du sexe. John a rencontré Ruth dans un bar et fut immédiatement fasciné par elle. La jeune femme de 21 ans était belle, grande, avec de longs cheveux et de grands yeux bruns. Tout pour plaire à notre cher John. Ethel, en plus de ça, quittait souvent la ville afin de rendre visite à sa famille, laissant ainsi la voie libre à John pour inviter l'autre jeune femme à leur domicile. Lors de l'une de ces rencontres, John a reçu un télégramme l'informant qu'Ethel rentrait plus tôt que prévu avec son frère. Selon le récit de John, Ruth s'était déjà déshabillée et lui avait dit de se dépêcher. Pendant l'acte, sans vraiment savoir pourquoi,
John a pris la décision de l'étrangler à mort. Il a ensuite caché le corps de Ruth, ainsi que tous ses vêtements et ses effets personnels, sous les planches du sol de son appartement. Ethel est rentrée peu de temps après, avec son frère, sans se douter le moindre instant de ce qui avait pu se passer quelques minutes plus tôt. John avait parfaitement réussi à dissimuler son crime, continuant alors à mener sa double vie sans éveiller les soupçons de son entourage. Cette capacité à cacher ses méfaits ajoutait une dimension supplémentaire à son caractère manipulateur et dangereux, préfigurant les atrocités futures qu'il allait commettre. Mais une fois que le corps de Ruth a commencé à se décomposer et à émettre une odeur nauséabonde, John l'a déplacé furtivement dans le jardin, envahi par la végétation située à l'arrière de son immeuble. La nuit tombée, à la lueur tamisée des lampadaires, il a creusé un trou profond, veillant à ce que personne ne le remarque. Parce qu'en plus de ça, c'était un jardin commun à l'immeuble. Le couple Christie vivait au premier étage, au rez-de-chaussée de cet immeuble. Avec une minutie macabre, il a déposé le cadavre de Ruth dans sa tombe improvisée, recouvrant soigneusement le tout pour dissimuler ses actes monstrueux. Le lendemain, alors que le soleil se levait timidement à l'horizon, John a exhumé les vêtements tachés de sang de sa victime. Le craquement des branches sous ses pas masquait le battement de son cœur, qui s'accélérait à chaque instant. Dans un geste presque rituel, il a rassemblé les vêtements en un amas informe et y a mis le feu. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est qu'avec le temps, la nature a fait son œuvre, exposant progressivement les restes de Ruth. Les os calcinés se sont découverts, révélant même le crâne de la victime. Et à cet instant, John ressentait un mélange de terreur et d'exaltation devant ce qu'il considérait comme un trophée. Il l'a pris fermement dans ses mains, le tenant comme un symbole de son pouvoir sur la vie et la mort. L'histoire de Ruth ne fut que le prélude à une descente encore plus sombre dans l'abîme de la folie meurtrière de John. Sa soif de domination, associée à son incapacité à éprouver de l'empathie ou de la compassion, le poussa à rechercher une excitation toujours plus grande. Après avoir goûté aux frissons du meurtre, il a découvert que son désir sexuel ne pouvait être pleinement satisfait que dans le contexte de la soumission absolue de ses victimes. Ainsi, peu de temps après l'assassinat brutal de Ruth, John a choisi de mettre fin à sa carrière dans la police et de s'immerger dans une existence d'apparence banale en tant qu'employé dans une usine de radio. C'est là qu'il a rencontré Muriel Amelia Eddy, une innocente jeune femme qui deviendrait bientôt sa prochaine victime. Un jour, Muriel est arrivée au travail avec une bronchite. Alors John, son collègue, qui était très gentil avec elle, lui a affirmé avoir un remède maison efficace et lui a proposé de le préparer chez lui si elle l'accompagne à son appartement. Muriel a bien sûr accepté l'offre, espérant trouver un soulagement à sa maladie et pouvoir aller mieux, vivre correctement, puisque avoir une bronchite, franchement, ça fait plaisir à personne. Cependant, malheureusement, elle a découvert que ce remède prétendu n'était qu'un mélange de gaz domestiques contenant du monoxyde de carbone. Muriel a perdu connaissance, et John en a profité pour l'agresser sexuellement, tout en l'étranglant à mort. Après ce crime atroce, il a enterré son corps dans le jardin de sa cour arrière, juste à côté de celui de Ruth. Il est important de noter que pendant toute cette période, Ethel, la femme de John, était pleinement consciente des actes horribles de son mari. Cette histoire macabre se poursuit en 1948, lorsque la famille Evans a emménagé dans l'appartement du dernier étage de l'immeuble où vivaient John et sa femme. Timothy et Beryl Evans, un jeune couple, ont accueilli peu de temps après leur aménagement une petite fille nommée Géraldine. Leur vie familiale, déjà marquée par des difficultés financières, s'est compliquée davantage lorsque Beryl a découvert qu'elle était à nouveau enceinte avant le premier anniversaire de Géraldine. Cette nouvelle grossesse a augmenté les tensions au sein du couple, les amenant à se disputer fréquemment sur leur capacité à subvenir aux besoins d'un autre enfant supplémentaire. Pour eux, ce n'était pas possible, déjà qu'à deux, avec un bébé en bas âge, c'était très compliqué de joindre les deux bouts, alors ils ne se voyaient à aucun moment rajouter une autre bouche à nourrir. John, le saint sauveur, ayant entendu l'une de leurs disputes, leur a proposé une solution, se mêlant ainsi de leur vie personnelle dans des circonstances
tragique. John a manipulé habilement Timothy et Beryl en leur faisant croire qu'ils possédaient les connaissances et la formation nécessaires pour mettre fin à la grossesse de Beryl en toute sécurité, malgré l'interdiction légale des avortements à cette époque. Il a affirmé avoir reçu une formation médicale pendant la guerre et a exhibé un manuel médical dans son appartement comme preuve de ses compétences. Alors heureusement que de nos jours, il y a quand même peu de personnes qui vont croire en vos compétences de médecin sous prétexte que vous avez des livres de médecine chez vous, puisque franchement, on serait mal barré. Après, on ne peut pas vraiment leur en vouloir d'avoir été crédules. Ils étaient jeunes, on est dans un contexte juste après la guerre. Bon, ce n'est clairement pas les mêmes connaissances qu'aujourd'hui. Bien que Timothy exprimait des réticences, Beryl, elle, était déterminée à mettre fin à sa grossesse. Finalement, un accord fut conclu pour que le lendemain, pendant l'absence de Timothy au travail, John procéderait à l'avortement sur Beryl. Cependant, le lendemain, et vous vous en doutez, au lieu d'effectuer la procédure médicale convenue, John s'est rendu à l'appartement de Beryl et lui a administré son fameux gaz spécial, qui n'est en réalité que du monoxyde de carbone. Alors qu'elle sombrait dans l'inconscience, John ne s'est pas soucié de pratiquer l'avortement, évidemment. Au lieu de ça, il l'a privée de sa vie en l'étranglant, tout en assouvissant ses pulsions sexuelles, répétant le même mode opératoire qu'avec ses deux victimes précédentes. À son retour du travail, Timothy a été accueilli par l'annonce choquante de la mort de sa femme. John lui a fait croire que l'avortement avait échoué et qu'elle était décédée des suites des complications. Il prit alors sur lui la tâche de s'occuper du corps de Beryl, invoquant la nécessité de dissimuler les preuves, étant donné que les avortements étaient illégaux. Profitant de la crédulité de Timothy, John lui a suggéré de vendre tous ses biens et de quitter la ville, lui assurant qu'il prendrait soin du bébé, Géraldine, en la confiant à une famille d'accueil aimante. Timothy, homme simple et crédule, a avalé toute l'histoire que John lui avait servi sans se poser de questions. Il a vendu tous ses biens, abandonné la ville et ne revit jamais sa femme ni son enfant. Dans l'ombre, John orchestrait habilement ce sinistre plan, manipulant les vies de ceux qui l'entouraient pour dissimuler ses crimes et continuer son règne de terreur en toute impunité. Quelques semaines après les événements tragiques qui avaient bouleversé sa vie, Timothy, accablé par le fardeau écrasant de la culpabilité et du remords, a franchi les portes d'un poste de police. Son regard trahissait évidemment la tourmente intérieure qui le consumait, tandis que chaque pas résonnait comme le témoignage silencieux d'une conscience tourmentée. Dans un récit empreint de regrets et de peine, il a confessé les sombres secrets qu'il avait gardés enfouis au plus profond de son être. Avec une sincérité émouvante, Timothy a avoué avoir, dans un acte désespéré et tragique, tenté de dissimuler la mort de sa bien-aimée Beryl. Les mots se bousculaient dans sa bouche alors qu'il décrivait comment, après un avortement clandestin qui avait mal tourné, il avait cherché à échapper à la réalité impitoyable de sa propre culpabilité. Évitant soigneusement de prononcer le nom de John à ce stade, il a raconté plutôt une version tronquée de la vérité, prétendant avoir obtenu des pilules abortives d'un inconnu rencontré dans un café, une rencontre qui avait scellé le destin funeste de sa bien-aimée Beryl. Ainsi, dans une tentative désespérée de se libérer du poids accablant de son secret, Timothy a révélé à la police comment il avait, dans un acte de désespoir et de confusion, prétendument jeté le corps de Beryl dans les égouts. Cependant, forcément, malgré les efforts acharnés des autorités pour retrouver les restes de la jeune femme, ils ont été confrontés à un mystère déconcertant lorsque leurs recherches se sont révélées infructueuses. Alors que Timothy racontait son récit aux autorités, révélant les horreurs qu'il avait tenté de dissimuler, un autre chapitre sanglant de l'histoire a commencé à se dévoiler. Car la vérité, aussi brutale et impitoyable soit-elle, était sur le point d'être déterrée dans toute son horreur glaciale. Guidés par les révélations poignantes de Timothy, les enquêteurs ont lancé une nouvelle perquisition, cette fois-ci concentrée au niveau de l'immeuble de l'homme. Là, au cœur de ce repère lugubre et sinistre, où les murs semblaient résonner des soupirs étouffés de l'horreur, ils ont fait une découverte qui leur a glacé le sang et fait trembler les fondements même de leur humanité. Dans la cour arrière, les corps meurtris de Beryl et de son innocent bébé Géraldine ont été découverts. Les preuves de la terreur qu'elles avaient endurée étaient évidentes.
Chaque marque sur leur corps témoignait de la douleur et de la souffrance infligée par un prédateur sans pitié. Toutefois, alors que les enquêteurs contemplaient l'horreur de cette scène, ils ignoraient encore l'ampleur complète de l'horreur qui les entourait. À quelques mètres à peine, dans le jardin envahi par la végétation, gisaient les restes oubliés de 2 autres victimes innocentes de John Christie. Ironiquement, la preuve de ces crimes abominables avait presque été révélée, John ayant presque rendu leur présence évidente en utilisant des os humains comme des macabres supports pour soutenir les treillis de son jardin maudit. Mais dans une ironie cruelle du destin, ces indices cruciaux avaient échappé à l'attention des forces de l'ordre, noyés dans le chaos de leur propre incompétence et de leur négligence. Les autorités rejetaient toutes les accusations de Timothy concernant l'avortement désastreux orchestré par John Christie. À leurs yeux, Timothy Evans était le coupable idéal, un homme accablé par la pression financière qui avait choisi de se débarrasser de sa propre famille pour échapper à ses responsabilités. Cette version des faits leur semblait plus plausible, plus conforme à la logique implacable des crimes passionnels. Lorsque la police a interrogé John, celui-ci leur a même servi une version des événements soigneusement élaborée. Selon lui, la dernière fois qu'il avait vu Beryl Evans, c'était le 8 novembre, vers midi, alors qu'elle partait faire des courses avec son bébé. Il a prétendu avoir même été témoin d'une altercation violente entre Timothy et Beryl au sujet de la grossesse non désirée et des pilules abortives présumées. Dans sa version, il a affirmé avoir tenté d'intervenir, mettant en garde le couple contre les dangers de ces fameuses pilules. Selon ses dires, Beryl semblait terrifiée par son mari, renforçant ainsi l'idée d'un Timothy violent et incontrôlable qui s'en serait pris à sa femme et à sa fille. Plus tard dans la soirée du 8 novembre, John et Ethel ont prétendu avoir été réveillés par un bruit sourd provenant de l'appartement de Timothy à l'étage. Ils ont affirmé avoir également entendu des bruits de déplacement comme si quelqu'un traînait un objet lourd sur le sol. Après que le calme soit revenu, ils s'étaient endormis mais depuis lors, ils n'avaient plus revu ni Beryl ni le bébé. Le lendemain, Timothy leur aurait raconté une histoire rocambolesque selon laquelle Beryl aurait décidé de quitter la ville, raison pour laquelle il vendait toutes ses affaires et quittait l'immeuble dans le but de retrouver sa femme. Malgré les assertions de Timothy selon lesquelles John Christie était le véritable coupable, la police a préféré donner crédit à la version des faits présentée par ce dernier. Le récit de John, bien que contenant des éléments troublants, semblait plus en phase avec leur compréhension des motivations humaines et des circonstances entourant les crimes présumés. Ainsi, les accusations de Timothy ont toutes été rejetées, reléguant son témoignage au rang de simple tentative de détourner les soupçons qui pesaient sur lui. Les crimes du véritable coupable ont alors pu continuer tranquillement sans se sentir inquiétés de quelconque soupçon de la part des enquêteurs. Kathleen Maloney et Hectorina McLennan, toutes deux des travailleuses du sexe, sont devenues des victimes de circonstances pour John. Alors qu'il avait initialement discuté avec Hectorina de la possibilité de sous-louer son appartement avec son petit ami, elle a fini par devenir sa dernière victime. Comme il l'avait fait avec les différentes femmes, il les a d'abord gazées au monoxyde de carbone, puis les a étranglées pendant qu'il les agressait sexuellement. Après ça, il a soigneusement dissimulé leur corps dans le garde-manger de la cuisine, où il les a camouflés avec ingéniosité. John a rapidement trouvé un couple prêt à payer pour sous-louer illégalement son appartement avant de s'éclipser sans laisser de traces. Lorsque le propriétaire a découvert les nouveaux locataires dans l'appartement de John, il les a bien sûr expulsés. Pendant un certain temps, personne ne savait où John avait disparu, mais la raison de son départ allait bientôt être mise au jour. Le propriétaire du bâtiment a autorisé les locataires de l'étage supérieur à utiliser la cuisine de John. Pendant qu'ils étaient en train de l'aménager, ils ont découvert une petite alcôve dans le garde-manger, scellée avec du papier et du ruban adhésif. Intrigués par cette découverte, ils ont entrepris de retirer le papier, révélant alors l'horrible vérité. 3 corps étaient dissimulés à l'intérieur. Ces corps étaient ceux de ces 3 dernières victimes, cachés avec une macabre habileté. L'une des femmes, décrite comme une brune vers l'âge de 20 ans, semblait être morte depuis environ 4 semaines. Elle avait été gazée de monoxyde de carbone avant d'être étranglée à mort avec un cordon de surface lisse, puis elle a été agressée sexuellement alors qu'elle mourait.
Il y avait aussi de grandes griffures sur son dos, ce qui indique qu'après avoir été tuée, elle a été traînée sur le sol jusqu'au garde-manger de la cuisine. Une autre victime, une jeune femme d'environ 25 ans, semblait être morte entre 8 à 12 semaines dans les mêmes circonstances. Et la troisième victime était une femme blonde vers l'âge de 25 ans. Elle était morte depuis 8 à 12 semaines au moment où elle a été retrouvée. Elle était enceinte d'environ 6 mois au moment où elle a été tuée. Lorsque les enquêteurs ont remarqué que certaines planches étaient lâches dans la salle d'entrée, les enquêteurs ont décidé d'examiner de plus près. En tirant les planches, ils ont trouvé un autre corps, la femme de John, Ethel Christie. Elle a été enroulée dans une couverture en flanelle avec une tête d'oreiller sur sa tête. Et il semblait que John l'avait tuée à un moment donné de la nuit alors qu'elle dormait. Elle avait été étranglée, mais contrairement aux autres, elle n'avait pas été empoisonnée avec du monoxyde de carbone ou même agressée sexuellement. Alors qu'ils examinaient soigneusement chaque coin du bâtiment à la recherche de plus de corps, ils ont remarqué qu'un fémur sortait du jardin dans la cour arrière. Lorsqu'ils l'ont déterré, ils ont trouvé 2 autres corps féminins éparpillés entre les parterres de fleurs et les buissons. Les 2 corps étaient là depuis au moins 3 ans. Ils ont également trouvé des dents, des cheveux et du tissu dans le jardin et devaient essayer de reconstruire les corps pour confirmer leur identification. Plus tard, ces corps ont été identifiés comme celui de Ruth Margaret, âgée de 21 ans, et Muriel Amelia Eddy, âgée de 32 ans. À présent, il fallait trouver l'assassin. Et la police savait exactement qui elle devait chercher. John Christie. Les autorités connaissaient très bien John, car il avait été un témoin clé lors du procès pour meurtre de Timothy, à peine 3 ans auparavant. John était depuis complètement fauché, ayant déjà vidé le compte bancaire de sa femme décédée, et était maintenant en fuite de la police. John était devenu un sans-abri et passait ses nuits à dormir sur des bancs de parc. Lorsqu'il a vu sa photo sur les couvertures de tous les journaux de la région, il a essayé, comme il le pouvait, de changer un peu son apparence, notamment en portant des chapeaux. Malheureusement pour lui, ayant été une grande partie du procès de Timothy Evans, il était très reconnaissable, en particulier pour la police. Peu de temps après la découverte des corps, il a été repéré par un policier, et bien qu'au début, il a, bien évidemment, essayé de leur donner un faux nom lorsqu'il a été arrêté, les policiers l'ont de suite formellement identifié comme étant John Christie. Ce dernier avait d'ailleurs sa carte d'identité sur lui, ce qui n'a pas été très malin, et ce qui a pu confirmer son nom, avec en plus de ça un livre de rations et une vieille coupure de journal sur le cas de Timothy Evans. John Christie n'a cependant été accusé que du meurtre de sa femme, Ethel Christie, dans un scénario où les indications du droit britannique de l'époque semblaient le favoriser. L'histoire qui se dessinait révélait un tableau troublant. Au beau milieu de la nuit, il s'était réveillé, seulement pour découvrir sa bien-aimée Ethel, le visage teinté de bleu, gisant à ses côtés. Son regard tombait sur la table de chevet, où reposait une bouteille de pilule presque vide, révélant le sombre dessein d'Ethel de mettre fin à ses jours. Cédant à une compassion insupportable, il s'est saisi d'un bas et l'a privé de sa vie, avant de laisser son corps reposer dans leur lit, comme un morne témoin de son acte, avant de concevoir le macabre plan de la dissimuler sous les planchers. Pourtant, au-delà de cette tragédie conjugale, se dessinait un schéma plus sombre encore, car John Christie a plus tard avoué avoir ôté la vie à 7 femmes au total, dont Beryl Evans, dont le décès était jusque-là attribué à son mari. Mais loin de reconnaître pleinement ses actes, il s'ingéniait à minimiser ses responsabilités, rejetant souvent la faute sur les femmes elles-mêmes. L'affaire Kathleen Maloney offrait un aperçu particulièrement troublant de sa psyché torturée. Il prétendait qu'elle le faisait chanter, menaçant de l'accuser d'agression s'il ne lui versait pas une somme en espèces. Décrivant une scène chaotique où elle le pourchassait chez lui en hurlant, brandissant une poêle menaçante, il évoquait le moment où il aurait perdu conscience pour se réveiller ensuite et réaliser qu'il avait ôté la vie à Kathleen, comme par hasard. Une fois de plus, il faisait preuve d'un effrayant sang-froid en planifiant de dissimuler son crime dans l'obscurité de la clôve de la cuisine. Les justifications qu'il avançait pour les autres femmes étaient tout aussi tordues, souvent impliquant des scénarios où elles se seraient tragiquement étranglées accidentellement avec des cordes, puisque c'est vrai que ça arrive tous les 4 matins, des femmes qui s'étranglent accidentellement avec des cordes. Bien évidemment.
John Christie prétendait qu'avec Beryl Evans, l'épouse de Timothy, il avait agi par miséricorde. Selon lui, elle aurait tenté de se suicider, mais aurait échoué, ce qui l'aurait poussé à l'asphyxier avant de l'étrangler. Cependant, il omettait de mentionner les agressions sexuelles subies par Beryl, et quant au bébé, Géraldine, John refusait catégoriquement d'admettre sa responsabilité dans sa mort. Pourtant, la découverte du corps de Géraldine, enveloppé dans le même tissu que sa mère, Beryl, suscitait des soupçons généralisés. Après tout, quelle était la probabilité que deux meurtriers cohabitaient au même endroit, cachant les corps au même endroit? Bien qu'il ait avoué sa culpabilité, John a également plaidé la folie. Mais le jury n'était pas convaincu par son récit. Il a été jugé coupable et condamné à mort par pendaison par le même bourreau ayant exécuté Timothy Evans, un innocent pendu pour des crimes qu'il n'a pas commis. Et d'ailleurs, afin de respecter quand même cet homme, nous allons un petit peu parler de son affaire. Timothy Evans est venu au monde dans le sud du pays de Galles le 20 novembre 1924. Peu avant sa naissance, son père a quitté le foyer familial, laissant sa mère seule pour élever Timothy et ses sœurs. À l'âge de 8 ans, Timothy a été victime d'un accident qui a entraîné le développement d'une maladie appelée verrue tuberculeuse. Cette maladie se manifeste par des masses violettes et des verrues douloureuses sous la peau. Malheureusement, pour Timothy, cette condition ne s'est jamais vraiment améliorée, ce qui l'a obligé à manquer beaucoup d'école. En conséquence, ce dernier a eu des difficultés dans ses études et n'a jamais vraiment acquis les compétences nécessaires en lecture ni même en écriture. En 1935, la famille de Timothy a déménagé à Londres. Pour aider financièrement, le jeune homme a trouvé un emploi comme peintre tout en continuant à lutter comme il le pouvait avec ses études. Il avait également tenté de travailler dans les mines de charbon car ce travail était quand même mieux payé, mais il a dû renoncer en raison de la douleur persistante de son pied. Finalement, il a trouvé un emploi comme chauffeur, bien que ses difficultés à lire les cartes rendaient parfois la tâche assez compliquée. Ce n'était pas une carrière idéale pour lui, mais il a fait de son mieux pour subvenir à ses besoins et surtout à ceux de sa famille. En 1947, Timothy a eu un rendez-vous arrangé avec une jeune femme du nom de Beryl Thorley. Elle était de 5 ans sa cadette, âgée à peine de 18 ans, mais ils sont rapidement tombés amoureux, l'un de l'autre. Fous amoureux au point où, 9 mois plus tard, ils ont décidé de se marier. Après leur union, le couple n'avait pas beaucoup de moyens financiers et a donc emménagé chez la famille de Timothy. Cependant, un peu de temps après, Beryl est tombée enceinte, rendant leur logement exigu inadapté pour accueillir un bébé. Le couple a alors décidé de chercher un appartement à eux, et c'est là qu'ils ont trouvé un logement au dernier étage du 10 Rillington Place à Notting Hill. Comme dit précédemment, contrairement à la version charmante de Notting Hill que l'on peut voir dans les films contemporains, cette zone dans les années 1950, ce n'était clairement pas ce que c'est aujourd'hui. Elle avait été durement touchée par les bombardements de la guerre et abritait de nombreuses familles à faible revenu, entassées dans des logements insalubres. C'était cependant le nouveau foyer de Timothy et de Beryl, et bientôt celui de leur petite fille Géraldine. L'immeuble était divisé en 3 unités de vie distinctes, et la famille Evans vivait à l'étage supérieur. L'unité intermédiaire était occupée par un homme âgé qui passait la plupart de son temps à l'hôpital, tandis qu'au rez-de-chaussée résidait un couple d'âge moyen, John et Ethel Christie. Le bâtiment ne disposait ni d'électricité, ni de plomberie intérieure. Les résidents devaient utiliser une buanderie située dans la cour arrière, équipée de toilettes et d'un évier. À l'époque, pour les familles de la classe ouvrière, ces conditions de vie étaient relativement courantes. La vie était particulièrement difficile, et surtout pour les Evans qui avaient un nouveau-né. Un nouveau-né à nourrir, à s'occuper, et avec peu de moyens financiers, malheureusement, ça rendait la vie encore plus difficile. Timothy, étant un analphabète et ayant des problèmes de santé qui l'obligeaient à marcher avec une canne, était limité dans ses choix professionnels. Tout emploi nécessitant des compétences en lecture ou en écriture, ou encore demandant un effort physique intense, était hors de portée pour lui. Alors rapidement, vous vous doutez bien que sans l'ère des ordinateurs, d'internet et de tous les métiers que nous avons aujourd'hui, à l'époque, c'était très compliqué pour lui de trouver un travail dans lequel il pouvait, d'une part, s'épanouir, travailler sans mettre à mal sa santé, et qui pouvait l'aider à nourrir 3 bouches. Cependant, et heureusement, il a trouvé un emploi de livreur de produits à travers la ville, mais le salaire était assez maigre.
Les disputes sur les finances étaient fréquentes entre Timothy et Beryl, au point que tout le quartier pouvait entendre leurs querelles. Le couple avait des difficultés à payer leur loyer et avait acheté tous les meubles à crédit. En octobre 1949, Beryl a découvert qu'elle était de nouveau enceinte. Timothy souhaitait garder le bébé, même s'il ne savait pas comment il pourrait subvenir aux besoins de sa famille grandissante, mais Beryl, en revanche, pensait qu'il serait bien plus prudent de mettre fin à sa grossesse. Cette situation a intensifié les tensions au sein du couple, d'autant plus que l'avortement était illégal à cette époque. Cependant, cela n'empêchait pas les avortements de se pratiquer, souvent de manière clandestine et dangereuse. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il est important de se battre pour le droit de l'avortement dans les pays où ça ne l'est pas. Des médicaments étaient parfois utilisés pour provoquer un avortement, où des avorteurs de rue effectuaient des opérations dans des conditions risquées, parfois la fameuse technique du cintre, mettant en péril la santé des femmes et entraînant parfois des conséquences fatales. C'est donc sur comment l'enquête et comment ce dernier a été pendu que nous allons revenir. Timothy semblait véritablement choqué en apprenant la mort de sa fille, presque comme s'il entendait cette terrible nouvelle pour la première fois. Il était complètement bouleversé par cette révélation. Les circonstances exactes demeurent floues, mais Timothy a fini par avouer le meurtre. Il a déclaré que lors d'une de leurs disputes, il avait étranglé Beryl à l'aide d'un morceau de corde. La nuit suivante, il aurait également étranglé leur fille Géraldine, avant de jeter leur corps dans la cour arrière envahie de végétation, espérant que personne n'allait les découvrir. Timothy a signé ses confessions, scellant ainsi son sort. Il fut accusé du meurtre de la petite Géraldine. Cependant, presque immédiatement après, Timothy a rétracté ses aveux, affirmant que sa confession impliquant John Christie était la véritable version des faits. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait initialement avoué tuer sa femme s'il ne l'avait pas fait, Timothy a expliqué qu'il craignait d'être battu par la police s'il ne collaborait pas avec eux. Il était également sous le choc en apprenant la vérité sur ce qui était arrivé à sa femme, mais également à son petit bébé. Il est d'ailleurs important de se rappeler que Timothy était un homme analphabète, qui aurait eu besoin d'une aide significative pour rédiger sa confession. La déclaration écrite contenait un jargon policier que Timothy n'aurait presque certainement pas été capable de produire lui-même, ce qui laisse penser que ses aveux ont probablement été extorqués. Le procès de Timothy Evans a débuté le 11 janvier 1950. Il n'était accusé que du meurtre de la petite Géraldine et non celui de sa femme, en raison des lois en vigueur à cette époque. Fait surprenant, le voisin de Timothy, John Christie, qui l'avait accusé d'être le véritable meurtrier, a été le témoin vedette de l'accusation. John a nié toutes les accusations, en bloc, y compris l'accusation selon laquelle il aurait proposé de pratiquer un avortement à Beryl. John et sa femme, Ethel, ont tous deux témoigné sur les fréquentes disputes qu'ils entendaient entre Timothy et Beryl. De plus, ils ont affirmé qu'une nuit, ils avaient entendu un bruit fort provenant de l'appartement à l'étage, après quoi ils n'ont plus jamais revu ni Beryl ni Géraldine. Ce témoignage était particulièrement accablant, car John Christie, un ancien officier de police militaire et vétéran de guerre, jouissait d'une grande crédibilité, contrairement à Timothy, qui avait changé sa version des faits à plusieurs reprises. Lorsque l'accusé a pris la parole pour sa défense, il a maintenu que sa deuxième confession, impliquant John Christie, était la vérité. Il a nié en bloc avoir tué sa femme ou sa fille. Cependant, son témoignage n'a pas été jugé aussi crédible que celui de John, et après moins d'une heure de délibération, le jury a déclaré Timothy Evans coupable de meurtre. Il a alors été condamné à mort, une peine qui était obligatoire pour un meurtre à l'époque. Toujours en proclamant son innocence, Timothy a été pendu le 9 mars 1950, un processus très rapide comparé aux procédures actuelles. De nombreuses personnes se sont interrogées sur la possibilité que Timothy était un homme innocent pendu à tort, ayant tragiquement perdu sa femme et son bébé, aux mains d'un tueur en série dérangé se faisant passer pour un voisin amical. L'affaire Timothy Evans a suscité un changement d'opinion sur la peine capitale en Grande-Bretagne, devenant un exemple emblématique des raisons pour lesquelles elle devrait être abolie. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons du pourquoi beaucoup de personnes sont contre la peine de mort, puisque, malheureusement, des personnes qui ont été condamnées à mort à tort, il y en a eu énormément. Ce qui fait que lorsque l'on condamne une personne à mort, il y a tout de même un doute qui puisse persister que cette personne ait été condamnée à tort et qu'elle se fasse tuer pour aucune raison, si ce n'est parfois la compétence des policiers. Alors effectivement, de nos jours, on a beaucoup plus de preuves
qu'à l'époque, on a le profil ADN et tout ce qui s'ensuit, toutes les preuves qui peuvent être ajoutées au dossier, mais il n'empêche que nous ne sommes jamais à l'abri d'une erreur judiciaire. Mais je vous laisse me dire ce que vous pensez de la peine de mort dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Selon certaines mesures ou non, j'attends vos avis dans les commentaires. En 1965, la loi sur le meurtre a été promulguée, abolissant la peine de mort pour les cas de meurtre à titre d'essai pendant 5 ans. En 1969, cette loi a été rendue permanente et la peine de mort pour tous les crimes a finalement été abolie en 1998. En 2003, une révision indépendante de l'affaire Timothy Evans a conclu que la condamnation et l'exécution de Timothy pour le meurtre de son enfant était injustifiée et était considérée comme une erreur judiciaire. Il a été noté qu'il était très probable que John Christie ait commis les meurtres. La famille Evans a reçu une compensation pour réparer les torts du passé. Bien que cela ne puisse compenser la perte subie, une somme d'argent a été versée aux 2 sœurs survivantes de Timothy. Malgré ça, les efforts de la famille pour faire annuler sa condamnation pour meurtre ont tout échoué. Les coûts et les ressources nécessaires pour évoquer la condamnation ne pouvaient être justifiés, étant donné que tant Timothy Evans que John Christie étaient bien évidemment décédés. Ainsi, le nom de Timothy Evans n'a jamais été complètement réhabilité. Aujourd'hui, il est largement admis que Timothy était un homme innocent dont la femme et la fille ont été assassinées par un tueur en série. Forcé par la police à une fausse confession, son cas est devenu l'un des exemples les plus notoires d'une grande erreur judiciaire en Grande-Bretagne. Et c'est donc tout pour l'affaire de John Christie et le petit détour sur l'affaire de Timothy Evans. Il me semblait important de parler de cette micro-affaire dans la grande affaire de John Christie, puisque ça lui a fait quand même énormément de tort, enfin c'est le moins qu'on puisse dire, puisque il a été pendu, quand même, pour un meurtre qu'il n'avait pas commis, en plus d'avoir perdu sa femme et sa fille. J'espère en tout cas que cette affaire était encore inconnue pour vous, que vous avez pu la découvrir à mes côtés, ou du moins la redécouvrir pour ceux qui la connaissaient déjà. Comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, un petit commentaire, abonnant juste en dessous si ce n'est toujours pas fait. Et évidemment, je vous retrouve de suite dans la section commentaires afin que vous puissiez me dire ce que vous pensez de cette affaire. Sur ce, je vous souhaite une belle et bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à vous. Ciao.